Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained. Dans l'affaire d'aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'amour assez désastreuse, étant donné qu'on va parler d'une sorte de triangle amoureux ou d'une liaison qui a très mal tourné. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse vous installer confortablement, likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous et sans plus tarder, rentrons dans l'affaire Montgomery. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Je vais commencer par tout simplement vous faire un petit peu de contexte et vous raconter le drame parce qu'il n'y a pas eu énormément d'informations sur cette affaire, mais comme vous le savez, j'aime bien traiter des affaires courtes et non connues. Je vais vous parler de Candace Wheeler, dite Candy, qui a grandi comme une fille assez nomade, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée de ville en ville durant son enfance. Si j'ai bien compris, c'est parce que ses parents ou quelqu'un de sa famille était dans l'armée et par conséquent il devait se déplacer de base en base. Elle a épousé un homme qui s'appelle Pat Montgomery et lui a travaillé comme ingénieur électricien chez Texas Instruments. On est en 1977 et les Montgomery décident de déménager dans le comté de Collin. C'est au Texas et là-bas ils vont avoir deux enfants, un garçon et une fille. Candy, donc Candace de son côté, était une mère au foyer très active, c'est-à-dire qu'elle s'occupait vraiment des enfants, de la maison, etc. Et elle avait aussi une bonne vie sociale avec l'église de son quartier. Candy était une personne vraiment extravertie et sympathique. Elle était très impliquée dans sa communauté, son église, elle était dans sa chorale et elle enseignait l'école du dimanche. Et là, je vais totalement vous parler d'une autre personne, mais vous comprendrez après. Je vais vous parler de Betty Pomeroy qui est née en 1950 dans une grande ville au Kansas. Elle était une des 3 enfants d'une famille avec 2 frères plus jeunes. Betty était très populaire. Elle a participé à toutes sortes d'événements scolaires, de musique, de pièces de théâtre, de conseils étudiants. Elle voulait être étudiante à l'école primaire, vraiment, dès le départ. Donc Betty va réussir à gravir les échelons scolaires et elle va finir à l'université où elle va rencontrer Alan Gore. Il était assistant d'enseignement dans l'une des classes que Betty suivait. Et en fait, ils ont commencé à se voir assez régulièrement, à sortir ensemble, à aller boire des cafés, etc. Et à la fin des études de Betty, ils ont décidé de se marier en 1970. Ils vont faire une enfant qui s'appelle Alyssa et après ça, la famille va décider de déménager au Texas, dans le comté de Collin. Vous avez très bien compris. Betty là-bas est devenue enseignante dans un système scolaire. Quelques années plus tard, on est en 1979 et Betty va donner naissance à son deuxième enfant qu'elle va appeler Bethany. Suite à ce deuxième accouchement, Betty va avoir vraiment une dépression postpartum et le mariage va vraiment en subir des conséquences étant donné que ça va vraiment créer une sorte de froid constant dans la maison. On est le vendredi 13 juillet 1980. Alan Gore a appelé son voisin et lui a demandé d'aller vérifier si Betty allait pas bien. Il était 23h environ et Alan était en déplacement, il était au Minnesota pour son travail. Donc vous l'avez compris, on est vraiment dans une sorte de quartier résidentiel où il y a la famille Montgomery à un certain coin et nous avons aussi Alan Gore et Betty et d'autres voisins. Donc le voisin qui a été appelé plus un autre voisin, ce qui en fait 2, ils vont se rendre à la maison d'Alan et de Betty pour aller enquêter. Je suis entré en premier. Nous sommes descendus dans le couloir jusqu'à la salle de bain, allumant les lumières. Un petit bébé leva la tête du berceau, du lit du bébé. Il se mit à pleurer. Il avait été là presque toute la journée, il n'avait pas été nourri. Donc on se rend compte déjà que la maison est sombre et il y a un enfant qui est en train de pleurer à la mort parce que personne n'est là pour lui. Donc les hommes vont commencer à rentrer, à marcher et vont se rendre compte qu'il y a vraiment une traînée de sang partout jusqu'à la dernière pièce, la buanderie de la maison. Et en fait sur le sol se trouvaient des restes sanglants de Betty absolument partout. Je vais vous lire ce qui a été écrit dans le dossier. Sa tête et son corps étaient si mal mutilés que les hommes pensaient qu'elle avait subi une explosion de fusil de chasse. C'est horrible. Et elle n'a pas du tout été tuée avec un fusil, étant donné qu'au pied du lit où se trouvaient des restes, on a trouvé aussi une hache. Et cette hache était vraiment très mastoc, c'est-à-dire qu'elle était vraiment très grande et vraiment très grosse. Betty a été grave mutilée et elle a subi 41 blessures à la hache. Et l'arme du crime, comme je vous l'ai dit, a été retrouvée dans la maison. Alors apparemment le tueur avait essayé de nettoyer toute la scène du crime, mais ça n'avait pas vraiment réussi étant donné que cette personne avait abandonné quand cette personne s'est rendu compte qu'il y avait vraiment trop de sang à nettoyer. Et donc on a pu retrouver une empreinte de pouce sanglante sur un congélateur et aussi une empreinte de chaussure sanglante dans la buanderie.
Et on a aussi trouvé dans la salle de bain du sang sur le mur et comme il était disposé et comme il était un peu effacé, on s'est rendu compte que le tueur a également pris une douche dans la maison. D'après les enquêteurs, il y a eu une tasse de café qui va signifier que le meurtre aurait eu lieu le matin. Je sais pas comment ils ont pu trouver ça, mais je vous le dis. Les enquêteurs vont tout de suite penser à Alan étant donné qu'il est parti pour le Minnesota. Est-ce qu'il n'avait pas tout simplement tué sa femme et il s'est dirigé vers le Minnesota pour fuir, sauf que l'empreinte ne correspondait pas du tout. J'espère que vous avez bien suivi jusqu'ici, que vous avez bien situé les familles, parce que c'est là qu'on va tout apprendre. Pour rappel, Betty et Alan ont une fille qui s'appelle Alyssa. Et une fille de 5 ans qui est amie avec cette Alyssa va dire qu'elle était allée chez eux le matin du meurtre. Donc cette petite fille, quand elle est arrivée devant la porte, elle a frappé et elle a dit que personne n'avait répondu. Sauf que quelques temps plus tard, vers 11h, cette petite fille aurait vu Candy Montgomery quitter la maison. Donc la petite fille va tout avouer et évidemment, Candace va être interrogée par la police. Candy va expliquer que Alyssa avait dormi chez les Montgomery et que le moment où elle a été dans la maison, c'était pour prendre un maillot de bain que Betty avait acheté à Alyssa, pour les enfants, chez les Montgomery. J'espère que vous avez suivi, c'est très compliqué. Par la suite, Candy serait retournée à l'église et elle aurait donné un cours de Bible aux enfants qui étaient présents. Les enquêteurs ont pu interroger Alan, ils l'ont interrogé le 16 juin, quelques heures après l'enterrement de sa femme Betty. Il dit que son mariage allait très bien, même qu'avec la dépression postpartum, ils auraient pu s'en sortir, même s'il avoue qu'ils se sont battus avant de partir pour le Minnesota, donc ils se sont engueulés. Ils se sont engueulés parce que Betty avait peur d'être à nouveau enceinte, et je pense que Alan, lui, voulait peut-être un nouvel enfant. Le lendemain de l'enterrement, Alan va avouer en fait ce qui s'est vraiment passé, et vous allez tomber de haut. Il a appelé les détectives et il leur a dit que pendant la majeure partie de l'année écoulée, il était en liaison avec Candy Montgomery. Pour resituer, on a Candy et Pot Montgomery dans une maison, on a Alan Gore et Betty Gore dans une autre maison, et en fait, vous prenez les deux maisons et Alan sortait avec Candy aussi. Alan dit que c'était l'idée de Candy. Seriez-vous intéressé par avoir une liaison? Elle lui a d'abord posé la question en fait après un match de volley qu'ils ont eu tous les deux à l'église. Et en fait à la base c'était juste une question pour rire, mais vu que tous les deux étaient apparemment insatisfaits sexuellement parlant, et ils ont décidé d'avoir leur liaison. Et les deux étaient d'accord pour mettre fin à la liaison si jamais ça s'apprenait ou ça pouvait créer des problèmes, parce qu'ils voulaient vraiment rester dans leur mariage. Alan a rompu avec Candy après que Betty et lui aient fait une sorte de retraite, de voyage, etc. Et où le couple a décidé de vouloir s'en sortir tous les deux. Et évidemment, vous vous en doutez, les empreintes digitales et tout ce qui se trouvait dans la maison étaient suffisants pour obtenir un mandat d'arrêt contre Candy. Candy Montgomery a été arrêtée le 27 juin 1980 et accusée du meurtre de Betty Gore. On arrive au procès et Candy va essayer de se défendre en disant qu'elle a agi par légitime défense. Et c'est là qu'on va pouvoir apprendre beaucoup de choses étant donné que Candy Montgomery va subir de l'hypnose en fait pour retracer la violence qu'elle a subie durant son enfance, puisque je vous rappelle qu'elle a subi une enfance très très difficile. D'après ce qui s'est passé, Betty aurait tenté de frapper Candy avec une hache lors d'une confrontation au sujet de la liaison Montgomery et Gore. Et je pense que c'est possible parce que pour rappel, Betty et son mari se sont battus avant qu'ils partent. Et quand on utilise le terme battu, c'est qu'il y a de la violence. Candy a affirmé que le seul truc qu'elle essayait de faire, c'était se défendre. Donc en fait, elle a essayé de repousser la hache, de la prendre, tu vois. Et d'après l'hypnose, en fait, elle serait rentrée dans une sorte d'état de dissociation de personnalité. Et en fait, elle aurait pris la hache et elle aurait frappé Betty 41 fois. Un docteur va déterminer que Candy était prise de rage pour une raison de punition traumatique subie pendant son enfance, et je pense, enfin ça peut pas la pardonner évidemment, mais je pense que c'est possible parce que, encore une fois, pour rappel, elle a eu une enfance très très difficile d'après ce qu'on a vu. Tout n'a pas été nettoyé parce qu'en fait c'était pas parce qu'il y avait trop de sang, c'est juste que Candy était vraiment dans un état psychotique totalement malsain, et elle a juste allé dans la salle de bain, elle a lavé la salle de bain, elle s'est lavée elle-même, elle est sortie de la maison et elle a repris sa routine normale, donc elle allait donner ses cours de Bible, etc. Mais au moment du meurtre, on va dire qu'elle n'était pas là en fait. Le docteur va réussir à faire en sorte que Candy soit dans une sorte de transe pendant des heures suite à l'hypnose, et il va lui faire répéter encore et encore et encore les événements du 13 juin. Et en fait, le fait qu'elle le répète en boucle, les mêmes détails et tout, tout le monde s'est dit, c'est la vérité, pourquoi elle mentirait, elle est même pas dans son état, elle est sous hypnose.
et je pense que ça doit être aussi la vérité. Et en octobre 1980, du coup, le juge va décider d'acquitter Candy, et apparemment elle aurait déménagé en Géorgie peu de temps après cette histoire. Je sais pas quoi penser de toute cette histoire. Je pense que Candy dit la vérité. Je pense que ça peut être totalement possible que dû à ton enfance, tu puisses péter un câble et que tu sois pris de violence. Si en plus tu as la rage de quelqu'un d'en face, enfin je sais pas, on n'est pas dans leur peau, j'ai pas envie de juger la personne qui a fait ça, même s'il y a une victime. Je dis pas que c'est pardonnable non plus, mais je dis que ça peut être compris d'une manière maladie mentale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était mon avis pour cette histoire, j'attends le vôtre dans les commentaires. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle histoire d'horreur de Murders Explained.